C'étaient sans nul doute les chapiteaux les plus imposants de l'Antiquité. À 20 mètres de haut, ils soutenaient les plafonds des plus formidables palais du monde antique. Persépolis, résidence du roi Darius, symbole de la puissance et de la gloire de l'Empire perse. En son centre, sur les flancs du Kou el-Ramat, la montagne de miséricorde, Darius fit ériger une immense terrasse. L'Empire perse s'étendait sur 3 continents, depuis l'Indus jusqu'à la rive occidentale de la mer Noire, depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Éthiopie. Nous sommes au début du mois d'avril, 13 jours après le Nowruz, le Nouvel An perse. La coutume veut que l'on passe cette journée en plein air. Sur le haut plateau de Persépolis, la température est encore clémente. Dans quelques mois, il régnera ici une canicule insupportable. Les Iraniens aiment fêter ici le Sisda et Bédar, le 13e jour après le Nouvel An. Il y a 2500 ans aussi, quand le roi Darius fit construire la ville, les gens se retrouvaient à Persépolis pour de grandes festivités. L'accès est impressionnant. Un double escalier monumental de 7 mètres de large conduit depuis la plaine à la terrasse de Persépolis 15 mètres plus haut. Les marches sont peu élevées, peut-être afin de permettre d'accéder à la terrasse à cheval. Après un virage à 180 degrés, les 2 volets de marche se rejoignent pour déboucher sur une plateforme, précédant une porte monumentale. Deux portes et 4 colonnes façonnées dans le calcaire sont encore conservées. Les murs ont disparu. Ils étaient faits de briques séchées à l'air et n'ont pas survécu aux intempéries. C'est le roi Xerxès, le fils de Darius, qui fit construire cette porte monumentale. Dans cette inscription, le fils fait l'éloge des palais construits par son père et de toutes les beautés qu'il a érigées ici. Xerxès donne à cette porte le nom de porte de toutes les nations. Des taureaux géants protègent l'entrée, forçant le respect. Il n'existait jusqu'ici que des plans d'ensemble, des dessins de certains détails et une maquette, tous l'œuvre des archéologues Friedrich Krefter et Erich Schmidt, qui entreprirent en 1930 le dégagement des ruines de Persépolis, alors à demi ensevelies. Il existe aujourd'hui une reconstitution virtuelle, digitale, fidèle à l'histoire et à l'architecture du lieu. Le monde antique était coloré, plus encore, d'une surprenante richesse de couleurs. Pas seulement en Asie antérieure, mais aussi dans la Grèce antique, ainsi qu'en témoignent les restes de peinture, les descriptions d'auteurs anciens et les vestiges archéologiques. Chaque bâtiment ou presque recèle des inscriptions qui, sous des tournures souvent pompeuses, apportent toujours des informations importantes sur l'Empire perse et sa capitale. Les gardiens de la porte du côté est sont des créatures ailées à corps de taureau et à tête d'homme. Les parties avant sont de véritables sculptures. L'arrière-décor est figuré en relief sur les chambranles. Des couronnes de plumes ornent la tête dans le style de l'art assyrien. La prospection scientifique de Persépolis n'a commencé que dans les années 30 du siècle dernier par des fouilles systématiques.
Les voyageurs qui visitaient les ruines alors partiellement ensevelies s'essayaient fréquemment à des reconstitutions. La dernière tentative de ce genre, dont on a déjà vu un exemple, est le fait de 2 architectes. Wolfgang Gamke est l'un d'eux. Il prospecte ici l'ensemble du site. Quand il rentrera dans ses foyers, il aura pris des milliers de photos. Il accorde une importance toute particulière aux structures de surface et à la lumière du moment. Il photographie dans ses moindres détails toute l'ornementation. Surtout, il compare ses mesures avec les dessins de Friedrich Krefter, l'architecte des fouilles des années 30. C'est un hasard en fait si j'ai fait tout ça. J'étais dans la formation professionnelle et je n'avais pas de travail. Et justement, à ce moment-là, mon ami et collègue Kourosh Afami m'a demandé si on ne pourrait pas se lancer ensemble dans un projet de ce genre. Et là, j'ai dit oui spontanément, sans savoir ce qui allait me tomber dessus. Et ce qui m'est tombé dessus, eh bien, ça a été un travail extrêmement complexe et extraordinairement intéressant. Et une histoire, un arrière-plan historique auquel je ne m'attendais pas. Dans les réserves du musée de Pergame, à Berlin, se trouve une maquette réalisée dans les années 30 par Friedrich Krefter. La maquette de Krefter reste à ce jour comme la tentative de reconstitution la plus précise et d'un point de vue scientifique, la seule fondée. Wolfgang Gamke et son partenaire Kourosh Afami ont reconstruit Persépolis grâce à un programme qu'utilisent aussi les architectes et les urbanistes. En plusieurs années de travail, ils ont conçu des milliers de plans, de détails, de textures. Pour cela, ils se sont appuyés sur les anciens dessins et plans de Krefter et Erich Schmitt, à quoi s'ajoutaient leurs propres relevés, leurs compétences en architectonique et en statique, et de solides connaissances historiques. De cet endroit, selon Krefter, l'ensemble du taureau mesure 4,52 m. À partir des détails, ils ont réalisé des séries d'images qu'il a fallu ensuite animer via une caméra virtuelle. Les troupes d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, ont détruit Persépolis en 330 avant notre ère, apparemment en l'incendiant. Mais les seuls vestiges eux-mêmes sont toujours aussi imposants. Si les colonnes brisées, des frises abîmées, des restes de portes et de bas-reliefs suscitent un tel émerveillement, que penser de l'impression que l'on pouvait avoir il y a 2500 ans ? Nulle place forte n'avait été encore bâtie à cet endroit. J'ai bâti cette place forte par la grâce d'Ahura Mazda. Et je l'ai bâtie forte et belle et solide comme je l'ai voulu. Voilà ce que fit graver Darius dans le mur sud quand il débuta la construction de Persépolis vers l'an 520 avant Jésus-Christ sur la terrasse dans la Grande Plaine au centre de la Perse. Le matériau utilisé est du calcaire, très dense et très dur. Noir à l'origine, il a pris au contact de l'air une belle couleur d'un jaune rosâtre. La manière dont la pierre a été travaillée laisse penser qu'on a utilisé les mêmes outils que ceux dont se servent aujourd'hui encore les tailleurs de pierre. Boucharde, pic à roc, marteau breté, ciseaux à dents et à bouchardage de différentes tailles et degrés de précision. On travaillait de façon rationnelle. Les carrières se trouvaient sur les contreforts des montagnes qui dominent Persépolis, à 1 km de distance maximum, souvent juste à côté.
On découpait dans le rocher à partir du haut des phases complètes de travail, de la taille des pierres dont on avait besoin. Un travail de titan. Ce fut sans nul doute le plus grand projet architectural de l'Antiquité que celui que lança le roi Darius sur le haut plateau de Persépolis, sur les pentes du Khou el-Ramat dans la Perse centrale. Persépolis devait être le centre de son empire, le symbole de sa puissance. Il fallut pour cela construire sur les pentes de la montagne une terrasse large de 300 mètres et longue de 455. Les puissants remparts s'élèvent jusqu'à 15 mètres au-dessus du sol. La main-d'œuvre compétente ne manquait pas. Les tailleurs de pierre qui travaillaient la pierre étaient des Ioniens et des Lydiens. Les orfèvres étaient des Mèdes et des Égyptiens. Ceux qui travaillaient le bois, des Lydiens et des Égyptiens. Les hommes qui travaillaient les briques étaient des Babyloniens. Voilà ce que nous dit une inscription dans le palais de Suse, qui date de la même époque. Nulle part on ne trouve de preuve qu'il y ait eu des esclaves, et des documents montrent au contraire qu'il existait dans l'Empire perse un système élaboré de salariat. Le roi Darius n'a jamais vu le site achevé. Ses successeurs l'ont complété et transformé. Ce n'est que sous Artaxerxès III que Persépolis trouva son aspect définitif. Près de 2 siècles après le début des travaux, 7 ans avant sa destruction. Dès cette époque, il y a 2500 ans, les gens affluaient à Persépolis pendant les fêtes du Nouvel An perse, le Nowruz. Le spectacle était grandiose. Des délégations venaient de tout l'Empire. La splendeur des palais était faite pour susciter l'admiration et le respect des envoyés des peuples d'Asie antérieure soumis à l'impôt. Ils devaient se présenter chaque année devant les souverains achéménides, Darius, Xerxès, Artaxerxès, leur rendre hommage et leur offrir des cadeaux. Le visiteur contemporain aime bien savoir quelle était la fonction de tel ou tel palais et la signification d'un bas-relief ou d'une inscription. Les archéologues et les historiens en sont réduits bien souvent aux suppositions et aux interprétations. Cela commence déjà par l'appellation des différents palais. Celui-ci, le mieux conservé, est appelé palais de Darius. Il ne fait pas de doute qu'il fut achevé du vivant de Darius. Les inscriptions le confirment. Mais était-ce la résidence du roi? C'est une autre question. Une chose en tout cas paraît certaine, c'est le roi Darius qui terrasse ici la créature à tête de lion et à pieds griffus. Un sujet que nous retrouverons dans tous les palais et pour tous les rois. Ce palais est orienté au sud, où se trouvait l'accès originel à la terrasse. Il s'offrait en premier à la vue des visiteurs, d'autant plus impressionné qu'il est posé sur un socle. Le long des escaliers menant à l'entrée du palais, des bas-reliefs représentent des serviteurs, vêtus alternativement des toges plissées de la cour et de tenues de cavaliers. Ils portent des récipients qui contiennent vraisemblablement de la nourriture et des animaux vivants. Sont-ils destinés à la table royale ou s'agit-il d'offrandes sacrificielles? L'une et l'autre de ces interprétations peuvent être retenues. Le palais de Darius était un bâtiment officiel, peut-être la résidence du roi. Les scènes figurées sur les portes et sur les escaliers ont servi de modèle, dans le style comme par les sujets, au bas-relief de l'ensemble du palais. La reconstitution numérique montre le palais achevé. Les cadres des portes et des ouvertures, les escaliers et les colonnes étant encore bien conservés, on a pu en déduire la hauteur du plafond. Il n'y a pas de preuve archéologique de l'existence d'un jardin.
On peut simplement supposer que le jardin irrigué artificiellement, si important dans l'architecture perse, se situait à cet endroit. À l'intérieur de la porte d'entrée du palais de Darius se trouvent des inscriptions d'une importance particulière. La première est en vieux perse. À la fin du XVIIIe siècle, l'explorateur et savant danois Carsten Niebuhr les recopia. Une reproduction parvint à la bibliothèque royale de Göttingen entre les mains de Georg Friedrich Grotefend, professeur au lycée de la ville. Le déchiffrement eut lieu suite à un pari. Grotefend avait un ami, Raffaello Fiorello, bibliothécaire à la bibliothèque royale, avec lequel il paria qu'il parviendrait à déchiffrer un texte dont on ne connaissait ni l'écriture ni la langue. Le bibliothécaire relève le défi et remet à son ami une copie de l'inscription du palais de Darius. Grotefend prétend la déchiffrer en moins de 6 semaines. Il peut déjà supposer qu'il s'agit d'une écriture alphabétique se lisant de la gauche vers la droite. Il doit donc commencer en haut à gauche. Il interprète les drôles de coins transversaux comme des séparations entre les mots. Ainsi, la première ligne contient 2 mots. Le second mot de la ligne 1 apparaît aussi dans la ligne 2, au milieu. Le mot suivant de la ligne 2 apparaît à nouveau avec tous les signes de ce mot qui se poursuit à la ligne 3 avec toutefois 3 signes supplémentaires. Le dernier mot de la ligne 3 est le même mot que le mot de départ. Grotefend interprète ce mot comme étant Dar-Eush, le nom du roi Darius en écriture biblique. Finalement, le professeur aboutit à la phrase « Dar-Eush, le grand roi, roi des rois, roi des nations, fils d'Istap, l'Achéménide qui fit ce palais. » C'était une petite ouverture sur l'alphabet. La grande porte, elle, se trouvait sur la route d'Ecbatana, à Babylone. Ali Asghar Sarin commence la descente sur la falaise de Bizotoun. En 1837, un autre se laissa descendre le long de ce rocher. Le major anglais Henry Creswick Rawlinson. La falaise recèle quelque chose de très particulier. Le roi Darius y a fait graver comment il devint le souverain du royaume achéménide. Du bas de la falaise, il est impossible de distinguer les bas-reliefs et les inscriptions. Ali Asghar Sarin photographie. Rawlinson, lui, dut descendre tous les jours pendant des semaines et des mois et recopier. Darius n'avait pas reçu les attributs royaux par ordre direct de succession. Il était le neveu du roi Cambyse, mort lors d'une campagne militaire en Égypte et lui-même fils de Cyrus le Grand. Le texte et l'imagerie racontent que Darius ne s'imposa qu'après des luttes intestines avec d'autres prétendants et recense les pays qui faisaient partie de son empire. Tout cela s'accomplissant selon la volonté du dieu Ahura Mazda, qui est au-dessus de toute chose. Le bas-relief de Bizotoun est écrit en 3 langues, l'élamite, le babylonien et l'écriture cunéiforme du vieux perse que Darius fit spécialement développer.
C'est donc un document capital sur l'histoire de l'écriture cunéiforme perse, en même temps qu'une relation des événements dans l'Empire perse avant la prise de pouvoir par Darius. Quelques aspects de la vie politique dans l'Empire sont révélés par l'Apadana, la grande salle d'audience et du trône, principal bâtiment de la terrasse de Persépolis. Sur un vaste socle orné de bas-reliefs auquel donnaient accès 4 volets de marche sur les côtés nord et est, se dressait une salle de réception dépassant en majesté et en élévation tous les autres bâtiments de la terrasse de Persépolis. Le filigrane des crénelures au socle, aux escaliers et au rebord du toit, la composition unique des colonnes avec leurs motifs floraux multicolores et leurs protomées de taureaux à boucles bleues et à chapeaux dorés qui vous regardaient depuis le plafond, les bandes d'émail polychrome brillant au soleil, les corniches et poutrages à l'articulation complexe qui jetaient des reflets dorés, les hautes fenêtres et les larges portes avec leurs battants dorés, tout cela créait une ambiance solennelle dont le visiteur perçoit aujourd'hui encore le reflet. C'est ainsi que Friedrich Krefter, architecte de fouilles et archéologue, décrit la salle du trône. Ressusciter quelque chose de cette ambiance, tel est le but de notre reconstitution, par les moyens du dessin et du maquettisme, dit-il de son travail. On peut dire la même chose des reconstitutions virtuelles des bâtiments de Persépolis. Chaque année pour le Nouvel An, à l'équinoxe de printemps, des sujets de tous les pays de l'Empire perse se rassemblaient sur la grande esplanade devant l'Apadana. Des bas-reliefs ornent les escaliers. Ce groupe de lions et de taureaux combattants, où chacun à son tour prend le dessus sur l'autre, est considéré comme un symbole du jour et de la nuit. Cette inscription n'a pas été commanditée par le roi Darius, mais par son fils Xerxès. Je suis Xerxès, roi des rois, fils de Darius des Achéménides. Il ajoute avoir tout fait bâtir selon la volonté d'Ahura Mazda et des autres dieux et demande leur protection pour son royaume. Mais si Darius n'a pu voir la grande salle d'audience achevée, c'est bien lui qui en avait lancé le projet. Elle incarnait son idée de l'État. L'Apadana était le centre d'un empire dont l'essence est inscrite sur les bas-reliefs des escaliers. C'est la fête du Nouvel An. Les dignitaires de l'Empire s'approchent du trône de Darius. Ils ne l'ont pas encore atteint, ils bavardent et plaisantent. Ils se conduisent plus dignement dès qu'ils ont atteint les porteurs de lances, la garde rapprochée du roi.
Les porteurs de lances s'approchent du trône en rang par 3. Écuyers, palefreniers et conducteurs de chars amènent montures et attelages royaux. Les lances des gardes du roi s'achèvent par des pommeaux de pierres précieuses. Ils tiennent les lances sur leurs pieds pour ne rien endommager. On les appelait les porteurs de pommes. Les envoyés des peuples astreints à l'impôt s'approchent du trône, les Arméniens. En tête, reconnaissable à sa toche plissée, un fonctionnaire de la cour prend le chef de la délégation arménienne par les mains, comme pour lui ôter toute crainte du grand roi. Leur offrande, un cheval toiletté avec soin et une amphore avec des anses en forme de griffon. Les Élamites, les anciens maîtres de la Perse centrale, apportent arcs et poignards. Inquiète, une lionne surveille ses lionceaux. Ils sont destinés à la réserve de chasse du souverain. Un nouveau dignitaire perse accompagne les envoyés. Les Babyloniens amènent un zébu. L'image est paisible. Les envoyés des peuples conquis ne se présentent pas comme des sujets soumis, mais semblent s'approcher du grand roi avec joie et dans la bonne humeur. Bien sûr, l'Empire se met aussi en scène à travers ses bas-reliefs. Ce gigantesque empire, qui n'était pas loin de couvrir alors l'ensemble du monde connu, a subsisté presque 200 ans et fut largement épargné par les désordres internes ou les rébellions dans les pays conquis. Ces béliers sont des cadeaux de la délégation syrienne. Les Lydiens viennent d'Asie mineure. La richesse de ce peuple, dont Crésus fut un jour le roi, est attestée par ses cadeaux. Un attelage au grand complet, des amphores précieuses, des bijoux. Les empires sont le résultat d'une volonté expansionniste. Cela ne distinguait pas les Perses d'État qui les avaient précédés ou qui leur succédèrent. Pour s'assurer durablement de leur pouvoir, il s'efforçait d'obtenir la confiance des peuples conquis, il ne leur imposait aucune religion et il leur accordait une large autonomie. Les bas-reliefs des escaliers doivent être ainsi compris comme un programme politique, voire de la propagande. De la partie la plus méridionale de l'Empire viennent les Éthiopiens. Leur cadeau, une girafe. De la partie la plus occidentale, le nord de la Grèce, les Thraces. Les bas-reliefs de l'Apadana sont aussi une description du monde alors connu. Le centre de toutes les attentions, le roi qui recevait dans la salle du trône la cour et les envoyés de l'Empire, n'apparaît pas, ou plus, sur les bas-reliefs. Son effigie a été retirée par son fils, Xerxès. Nous la retrouverons à un autre endroit.
certains pensent que la Padana et même toute la terrasse de Persépolis n'avaient été planifiées et construites qu'afin de recevoir chaque année les représentants des peuples astreints à verser leur tribut au souverain. D'autant que l'Empire avait encore deux autres capitales, Suse et Ecbatana. Mais Persépolis avait été dotée d'une magnificence particulière. On ignore de quelle couleur étaient les chapiteaux des colonnes, mais il est sûr qu'elles étaient colorées. Une colonne symbolisait un arbre sacré, une vieille tradition dans toute l'Asie occidentale. Ces bas-reliefs en carreaux émaillés donnent une idée de la coloration originelle. Eux aussi ont 2500 ans. La garde rapprochée du roi, les mêmes motifs que sur les bas-reliefs de Persépolis. Des créatures fabuleuses ailées. La représentation du dieu Ahura Mazda. Ces bas-reliefs, toutefois, ne proviennent pas de Persépolis, mais de Suse. C'est à Suse que furent entreprises les premières fouilles archéologiques en Iran, fût-ce avec un certain manque de rigueur scientifique. Ainsi, des vestiges se retrouvèrent pris dans la maçonnerie d'un bâtiment fortifié. Des archéologues français ont construit ce fortin à la fin du XIXe siècle. Il était censé sécuriser leurs fouilles. Suse fut construite par le roi Darius, presque au même moment que Persépolis. Suse est évoquée dans l'Ancien Testament. On peut lire dans le livre d'Esther: « Et lorsque ces jours furent achevés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la citadelle, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin de 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre et de marbre. Les boissons étaient servies dans des vases d'or. » Babylone aussi faisait partie de l'Empire perse. La porte d'Ishtar de Babylone, partie d'une voie de procession pour le Nowruz du printemps. Avec la chute de Babylone en l'an 539 avant notre ère, les principaux royaumes environnants se trouvaient incorporés à l'Empire perse. Elle eut lieu 16 ans après que le roi Cyrus, que l'on appelait le Grand, eut vaincu les Mèdes. Babylone aussi fut conquise par Cyrus, le grand-oncle de Darius. La porte d'Ishtar reconstituée, ainsi qu'une maquette, se trouve aujourd'hui à Berlin, au musée de Pergame.
Les hommes qui travaillaient les briques étaient des Babyloniens, nous apprend le roi Darius dans une inscription sur un bâtiment de Suse. L'émaillage de briques a une longue tradition dans l'architecture d'Asie antérieure. La porte d'Ishtar et la voie de procession ont ainsi fourni l'impulsion pour la palette de couleurs et la décoration des palais des Achéménides. Suse était relié à Persépolis par Stal qui traversait les montagnes du Zagros. Il y avait 22 relais de poste, un tous les 24 km. Je n'ai pas mentionné la Perse elle-même parmi les pays assujettis au service de l'intérêt, car le royaume perse est exonéré d'impôts, écrit le grand historien grec Hérodote, quand il recense les tribus dont devaient s'acquitter les différents royaumes de l'Empire. Ce n'était pas tout à fait exact. Les paysans et les artisans de la Perse proprement dite devaient aussi payer des impôts en nature et livrer orge, dattes, figues, noix, huile, caprinés, bœufs et chevaux. La terre autour de Persépolis était fertile. Un système raffiné d'irrigation qui amenait l'eau de la fonte des glaces depuis les montagnes jusque sur le haut plateau fertile assurait de bonnes récoltes. Il y avait des domaines royaux, des cultivateurs indépendants et des grands propriétaires terriens, ainsi que des petits paysans et des métayers. Ils recevaient du propriétaire les semences et l'eau et devaient en contrepartie lui livrer une partie de la récolte décidée à l'avance. Pour l'orge, par exemple, il fallait reverser 10 fois la quantité de semences initiales, soit guère plus que le sol ne permettait d'en tirer. On sait peu de choses sur les pratiques culturelles et religieuses des Perses. Ahura Mazda, le créateur du monde, par la grâce de qui Darius devint roi des Perses, est toujours invoqué. La fonction de ce bâtiment, que les archéologues ont baptisé Tripylone à cause de ses 3 entrées, il se trouve au centre près du coin sud-est de la grande salle du trône, n'est toujours pas clairement établie. Pour certains archéologues, il aurait abrité des pratiques religieuses. La question de l'identité entre le dieu des Perses Ahura Mazda et le dieu Ahura Mazda du réformateur Zarathustra ou Zoroastre n'est pas non plus tranchée avec certitude. Voici la plus imposante sculpture d'animal de la terrasse de Persépolis. À l'origine, il y avait 2 taureaux, le second se trouve au musée de Chicago. Ils surveillaient l'entrée d'une salle à la fonction indéterminée. Des bas-reliefs dans l'entrée nord montrent le roi sur son trône, avec les dignitaires de l'Empire. Ils sont portés par les gardes du souverain. Sur le socle, les bas-reliefs, si l'on fait abstraction des traces de frottement humain, sont d'une autre couleur. C'est la limite jusqu'à laquelle le bâtiment était enseveli. La grande salle, plus grande de 1000 mètres carrés que la Padana, a été construite par Xerxès, le fils de Darius. 100 colonnes supportaient le plafond, d'où son nom Palais des 100 colonnes. La vocation de ce bâtiment est controversée. Sans doute, Xerxès voulait-il avoir une salle qui fût plus grande que la splendide salle du trône de son père Darius. Tout est plus grand ici. Les bas-reliefs des portes, qui illustrent le combat victorieux du roi contre un monstre ailé mi-griffon, mi-lion, sont plus imposants que toutes les autres scènes présentant le roi combattant. On imagine le visiteur d'alors, perdu devant toutes ces colonnes qui renforçaient encore l'impression d'immensité de la salle.
L'activité bâtisseuse semblait ne pas avoir de fin sur la terrasse de Persépolis. Chaque roi voulait surpasser son prédécesseur ou au moins l'égaler. Cette ambition semble avoir été particulièrement puissante chez le fils de Darius. « 200 ans d'activité ininterrompue ont finalement abouti à la construction presque totale de la terrasse. Et on ne cesse de s'interroger sur la présence éventuelle de fondations encore insoupçonnées. Depuis le XVIe siècle, les imposants vestiges, bien que partiellement enterrés, ont toujours attiré des visiteurs venus d'Europe, principalement des commerçants et des diplomates. Des dessins, des essais de reconstitution, plus tard aussi des photographies, ont été réalisés. Mais ce n'est qu'à partir de 1931 qu'il y eut des fouilles systématiques et rigoureuses. D'abord sous l'impulsion de Ernst Herzfeld et de son architecte Friedrich Krefter, ensuite de l'Oriental Institute of Chicago. Depuis les années 40, c'est le département des antiquités iranien qui dirige les fouilles, les recherches et la restauration. Une énorme pierre est transportée sur des cylindres. Il y a 2500 ans, les artisans ne s'y prenaient pas autrement. Ce sont bien là des fouilles archéologiques. Les vibrations des machines modernes ne feraient que causer des dégâts. Le palan, en revanche, ne déplace ce lourd élément que millimètre par millimètre. Le chantier ne se trouve qu'à quelques mètres au sud de la terrasse. Il s'agit de mettre au jour et de restaurer une tombe royale inachevée. Nous travaillons depuis 40 ans à l'amélioration et à la restauration de ce site. Nombre de techniques que nous employons sont les mêmes qu'il y a 40 ans. Cet échafaudage et les palans que vous voyez ici nous facilitent les choses et nous permettent de travailler plus efficacement. Vous voyez ces nouveaux outils, surtout les échafaudages, ont aussi leurs limites. Il faut les utiliser pour des travaux très particuliers. Ça doit être bien planifié. Avec nos appareils, nous pouvons déplacer des pierres de 70 à 100 tonnes avec plus de sécurité quand nous le désirons et quand nous en avons besoin. C'est vrai que pour quelques travaux de renforcement de la pierre, nous essayons maintenant d'utiliser à la place de l'acier habituel des matériaux modernes comme la fibre de carbone. Mais l'un dans l'autre, il est plus simple et plus sûr d'utiliser les procédés traditionnels. Au-dessus de la terrasse, sur les pentes du Cou El Ramat, quelques tombeaux ont été mis au jour. Voici taillé dans le roc celui d'Artaxerxès III, petit-fils de Darius, roi des Perses de 358 à 337 avant Jésus-Christ. Les bas-reliefs ressemblent à ceux des palais. Ils invoquent le dieu Ahura Mazda. Les peuples portent le souverain. Les tombeaux sont des répliques miniatures des palais. Ils donnent de ce fait de précieuses indications sur la construction des édifices. Par exemple, sur la façon d'amarrer les poutres de bois au chapiteau. Au centre du plus grand bâtiment de la terrasse, la trésorerie, dont la construction avait été commencée sous Darius, un bas-relief d'un intérêt particulier. Le roi reçoit des dignitaires de l'Empire. Derrière lui, le prince héritier. Son visage est malheureusement détruit. Le roi tient dans sa main gauche une fleur de lotus et dans la droite un sceptre.
On suppose que la couronne était en or massif. Le sens du détail apporté à ce bas-relief, dans la représentation des objets et des personnages, le fait considérer comme un chef-d'œuvre de l'art achéménide. Il a déjà posé bien des énigmes à la science, qui aujourd'hui ne sont toujours pas résolues. Qui est le roi? Darius ou Xerxès? Le prince héritier qui se tient derrière le roi pourrait être aussi bien Xerxès que son fils Artaxerxès. Une chose est sûre, ce bas-relief n'est pas ici à sa place d'origine. L'opinion la plus répandue est qu'il figurait autrefois au centre de l'escalier de la Padana et donc qu'il représentait Darius. Il aurait été déplacé par Xerxès à la mort de son père parce qu'il ne voulait plus figurer en tant que simple prince héritier. Les avis divergent également sur la trésorerie proprement dite et sur sa fonction. Administration des finances ou dépôt d'objets précieux et archives. Nous tenons la majeure partie de ce que nous savons sur le royaume achéménide de tablettes d'argile découvertes ici. L'incendie allumé par les soldats d'Alexandre les a proprement calcifiées. Voici comment on écrivait sur les tablettes d'argile. Ici, le mot Parsa, l'ancien nom de Persépolis. Sharok Razmjou, du Musée national de Téhéran, nous sert ici de scribe. Les tablettes d'argile retrouvées par milliers dans la trésorerie sont principalement des documents administratifs sur des paiements effectués à des employés de la maison royale. Ce sont des paiements de différentes natures rétribuant les prestations les plus diverses qui sont consignées sur les tablettes d'argile de Persépolis. Cette tablette-ci évoque des paiements faits à des mères de famille. Ici, on donne du vin à des mères qui viennent de mettre des enfants au monde, à 9 mères qui ont eu des fils et à 6 qui ont eu des filles. Elles pouvaient utiliser la quantité de vin comme de l'argent pour l'échanger contre d'autres marchandises. Les tablettes d'argile de Persépolis qui mentionnent des paiements ont été en règle générale réalisées de cette manière. Le scribe tenait la tablette entre le pouce et l'index, ce qui explique que l'on voit encore souvent sur le côté gauche les empreintes des doigts. On commençait la première ligne de la tablette à partir du haut. La plume pour écrire était roulée sur l'argile et laissait des empreintes sous forme de lignes. Et ensuite, on écrivait sur ces lignes. Quand le scribe avait fait une faute, il pouvait à nouveau lisser l'endroit parce que l'argile était encore humide. Et il apportait alors la correction. Pour que l'inscription revête un caractère officiel, au début, on lui apposait un sceau en haut à gauche. Parfois, quand le verso n'était pas écrit, on apposait un sceau là aussi pour qu'on ne puisse pas rajouter des choses après coup. Nous avons ici un trou des deux côtés par lequel on pouvait ensuite passer une ficelle pour accrocher les tablettes et les archiver. Le roi Darius proclame: Ceci est le royaume que je détiens, depuis les sites qui demeurent au-delà de la Sogdiane, jusqu'en Éthiopie, de l'Inde jusqu'en Lydie. Ceci est écrit sur les actes de fondation en or que Darius fit enterrer dans les soubassements de la salle du trône. Comment un aussi vaste empire a-t-il pu subsister aussi longtemps?
Les Achéménides s'efforçaient de ne pas trop intervenir dans les affaires culturelles des territoires conquis. Chaque territoire jouissait d'une totale liberté en matière religieuse et culturelle. Les Achéménides ne cherchaient pas à détruire le tissu culturel d'un pays. Cela leur assurait la loyauté de la population du pays conquis. Ils n'avaient pas besoin de tuer les gens ou lever des troupes. Ils n'étendaient pas démesurément leur sphère d'influence. Il fallait qu'elle ait des limites pour qu'ils puissent bien l'administrer. C'est pour cela qu'ils s'en tenaient à leurs frontières du sud, du nord, de l'est et de l'ouest et qu'ils n'ont pas poussé plus loin. Leur empire s'étendait sur 3 continents. Ils essayaient de bien l'administrer tel qu'il était. L'essai de reconstitution digitale de la terrasse de Persépolis ne prétend pas à une vérité immuable. Les travaux des historiens et des archéologues apporteront de nouvelles découvertes. Inévitablement, des corrections seront apportées. On raconte qu'Alexandre, après que ses soldats eussent incendié la terrasse de Persépolis en 330 avant Jésus-Christ, aurait exprimé des regrets en visitant les ruines. Depuis Persépolis était dirigé un empire exemplaire par son organisation et par son administration. Et un empire, c'est peut-être le plus important, dont les habitants, jusque dans les pays conquis, pouvaient compter sur un esprit de tolérance en matière religieuse et même sur une certaine légalité. Si les colonnes brisées, des frises abîmées, des restes de portes et de bas-reliefs suscitent un tel émerveillement, que penser de l'impression que l'on pouvait avoir il y a 2500 ans? Nulle place forte n'avait été encore bâtie à cet endroit. J'ai bâti cette place forte par la grâce d'Ahura Mazda. Et je l'ai bâtie forte et belle et solide comme je l'ai voulu. Voilà ce que fit graver Darius dans le mur sud quand il débuta la construction de Persépolis vers l'an 520 avant Jésus-Christ sur la terrasse dans la Grande Plaine au centre de la Perse. Le matériau utilisé est du calcaire, très dense et très dur. Noir à l'origine, il a pris au contact de l'air une belle couleur d'un jaune rosâtre. La manière dont la pierre a été travaillée laisse penser qu'on a utilisé les mêmes outils que ceux dont se servent aujourd'hui encore les tailleurs de pierre. Boucharde, pic à roc, marteau breté, ciseaux à dents et à bouchardage de différentes tailles et degrés de précision. On travaillait de façon rationnelle. Les carrières se trouvaient sur les contreforts des montagnes qui dominent Persépolis, à 1 km de distance maximum, souvent juste à côté. On découpait dans le rocher à partir du haut des phases complètes de travail, de la taille des pierres dont on avait besoin. Un travail de titan. Ce fut sans nul doute le plus grand projet architectural de l'Antiquité que celui que lança le roi Darius sur le haut plateau de Persépolis, sur les pentes du Khou el-Ramat dans la Perse centrale. Persépolis devait être le centre de son empire, le symbole de sa puissance. Il fallut pour cela construire sur les pentes de la montagne une terrasse large de 300 mètres et longue de 455. Les puissants remparts s'élèvent jusqu'à 15 mètres au-dessus du sol. La main-d'œuvre compétente ne manquait pas. Les tailleurs de pierre qui travaillaient la pierre étaient des Ioniens et des Lydiens. Les orfèvres étaient des Mèdes et des Égyptiens. Ceux qui travaillaient le bois, des Lydiens et des Égyptiens. Les hommes qui travaillaient les briques étaient des Babyloniens.
Voilà ce que nous dit une inscription dans le palais de Suse, qui date de la même époque. Nulle part on ne trouve de preuve qu'il y ait eu des esclaves, et des documents montrent au contraire qu'il existait dans l'Empire perse un système élaboré de salariat. Le roi Darius n'a jamais vu le site achevé. Ses successeurs l'ont complété et transformé. Ce n'est que sous Artaxerxès III que Persépolis trouva son aspect définitif. Près de 2 siècles après le début des travaux, 7 ans avant sa destruction. Dès cette époque, il y a 2500 ans, les gens affluaient à Persépolis pendant les fêtes du Nouvel An perse, le Nowruz. Le spectacle était grandiose. Des délégations venaient de tout l'Empire. La splendeur des palais était faite pour susciter l'admiration et le respect des envoyés des peuples d'Asie antérieure soumis à l'impôt. Ils devaient se présenter chaque année devant les souverains achéménides, Darius, Xerxès, Artaxerxès, leur rendre hommage et leur offrir des cadeaux. Le visiteur contemporain aime bien savoir quelle était la fonction de tel ou tel palais et la signification d'un bas-relief ou d'une inscription. Les archéologues et les historiens en sont réduits bien souvent aux suppositions et aux interprétations. Cela commence déjà par l'appellation des différents palais. Celui-ci, le mieux conservé, est appelé palais de Darius. Il ne fait pas de doute qu'il fut achevé du vivant de Darius. Les inscriptions le confirment. Mais était-ce la résidence du roi? C'est une autre question. Une chose en tout cas paraît certaine, c'est le roi Darius qui terrasse ici la créature à tête de lion et à pied griffu. Un sujet que nous retrouverons dans tous les palais et pour tous les rois. Ce palais est orienté au sud, où se trouvait l'accès originel à la terrasse. Il s'offrait en premier à la vue des visiteurs, d'autant plus impressionné qu'il est posé sur un socle. Le long des escaliers menant à l'entrée du palais, des bas-reliefs représentent des serviteurs, vêtus alternativement des toges plissées de la cour et de tenues de cavaliers. Ils portent des récipients qui contiennent vraisemblablement de la nourriture et des animaux vivants. Sont-ils destinés à la table royale ou s'agit-il d'offrandes sacrificielles? L'une et l'autre de ces interprétations peuvent être retenues. Le palais de Darius était un bâtiment officiel, peut-être la résidence du roi. Les scènes figurées sur les portes et sur les escaliers ont servi de modèle, dans le style comme par les sujets, au bas-relief de l'ensemble du palais. La reconstitution numérique montre le palais achevé. Les cadres des portes et des ouvertures, les escaliers et les colonnes étant encore bien conservés, on a pu en déduire la hauteur du plafond. Il n'y a pas de preuve archéologique de l'existence d'un jardin. On peut simplement supposer que le jardin irrigué artificiellement, si important dans l'architecture perse, se situait à cet endroit. À l'intérieur de la porte d'entrée du palais de Darius se trouvent des inscriptions d'une importance particulière, la première est en vieux perse. À la fin du XVIIIe siècle, l'explorateur et savant danois Carsten Niebuhr les recopia. Une reproduction parvint à la bibliothèque royale de Göttingen entre les mains de Georg Friedrich Grotefend, professeur au lycée de la ville. Le déchiffrement eut lieu suite à un pari. Grotefend avait un ami, Raffaello Fiorello, bibliothécaire à la bibliothèque royale, avec lequel il paria qu'il parviendrait à déchiffrer un texte dont on ne connaissait ni l'écriture ni la langue.
Le bibliothécaire relève le défi et remet à son ami une copie de l'inscription du palais de Darius. Grotefend prétend la déchiffrer en moins de 6 semaines. Il peut déjà supposer qu'il s'agit d'une écriture alphabétique se lisant de la gauche vers la droite. Il doit donc commencer en haut à gauche. Il interprète les drôles de coins transversaux comme des séparations entre les mots. Ainsi, la première ligne contient 2 mots. Le second mot de la ligne 1 apparaît aussi dans la ligne 2, au milieu. Le mot suivant de la ligne 2 apparaît à nouveau avec tous les signes de ce mot qui se poursuit à la ligne 3 avec toutefois 3 signes supplémentaires. Le dernier mot de la ligne 3 est le même mot que le mot de départ. Grotefend interprète ce mot comme étant Dar-Eush, le nom du roi Darius en écriture biblique. Finalement, le professeur aboutit à la phrase « Dar-Eush, le grand roi, roi des rois, roi des nations, fils d'Istap, l'Achéménide qui fit ce palais. » C'était une petite ouverture sur l'alphabet. La grande porte, elle, se trouvait sur la route d'Ecbatana, à Babylone. Décoration des palais des Achéménides. Suse était relié à Persépolis par Stal qui traversait les montagnes du Zagros. Il y avait 22 relais de poste, un tous les 24 km. Je n'ai pas mentionné la Perse elle-même parmi les pays assujettis au service de l'intérêt, car le royaume perse est exonéré d'impôts, écrit le grand historien grec Hérodote, quand il recense les tribus dont devaient s'acquitter les différents royaumes de l'Empire. Ce n'était pas tout à fait exact. Les paysans et les artisans de la Perse proprement dite devaient aussi payer des impôts en nature et livrer orge, dattes, figues, noix, huile, caprinés, bœufs et chevaux. La terre autour de Persépolis était fertile. Un système raffiné d'irrigation qui amenait l'eau de la fonte des glaces depuis les montagnes jusque sur le haut plateau fertile assurait de bonnes récoltes. Il y avait des domaines royaux, des cultivateurs indépendants et des grands propriétaires terriens, ainsi que des petits paysans et des métayers. Ils recevaient du propriétaire les semences et l'eau et devaient en contrepartie lui livrer une partie de la récolte décidée à l'avance. Pour l'orge, par exemple, il fallait reverser 10 fois la quantité de semences initiales, soit guère plus que le sol ne permettait d'en tirer. On sait peu de choses sur les pratiques culturelles et religieuses des Perses. Ahura Mazda, le créateur du monde, par la grâce de qui Darius devint roi des Perses, est toujours invoqué. La fonction de ce bâtiment, que les archéologues ont baptisé Tripylone à cause de ses 3 entrées, il se trouve au centre près du coin sud-est de la grande salle du trône, n'est toujours pas clairement établie. Pour certains archéologues, il aurait abrité des pratiques religieuses. La question de l'identité entre le dieu des Perses Ahura Mazda et le dieu Ahura Mazda du réformateur Zarathustra ou Zoroastre n'est pas non plus tranchée avec certitude. Voici la plus imposante sculpture d'animal de la terrasse de Persépolis. À l'origine, il y avait 2 taureaux, le second se trouve au musée de Chicago. Ils surveillaient l'entrée d'une salle à la fonction indéterminée. Des bas-reliefs dans l'entrée nord montrent le roi sur son trône, avec les dignitaires de l'Empire. Ils sont portés par les gardes du souverain. Sur le socle, les bas-reliefs, si l'on fait abstraction des traces de frottement humain, sont d'une autre couleur.
C'est la limite jusqu'à laquelle le bâtiment était enseveli. La grande salle, plus grande de 1000 mètres carrés que la Padana, a été construite par Xerxès, le fils de Darius. 100 colonnes supportaient le plafond, d'où son nom Palais des 100 colonnes. La vocation de ce bâtiment est controversée. Sans doute, Xerxès voulait-il avoir une salle qui fût plus grande que la splendide salle du trône de son père Darius. Tout est plus grand ici. Les bas-reliefs des portes, qui illustrent le combat victorieux du roi contre un monstre ailé mi-griffon, mi-lion, sont plus imposants que toutes les autres scènes présentant le roi combattant. On imagine le visiteur d'alors, perdu devant toutes ces colonnes qui renforçaient encore l'impression d'immensité de la salle. L'activité bâtisseuse semblait ne pas avoir de fin sur la terrasse de Persépolis. Chaque roi voulait surpasser son prédécesseur ou au moins l'égaler. Cette ambition semble avoir été particulièrement puissante chez le fils de Darius. « 200 ans d'activité ininterrompue ont finalement abouti à la construction presque totale de la terrasse. Et on ne cesse de s'interroger sur la présence éventuelle de fondations encore insoupçonnées. Depuis le XVIe siècle, les imposants vestiges, bien que partiellement enterrés, ont toujours attiré des visiteurs venus d'Europe, principalement des commerçants et des diplomates. Des dessins, des essais de reconstitution, plus tard aussi des photographies, ont été réalisés. Mais ce n'est qu'à partir de 1931 qu'il y eut des fouilles systématiques et rigoureuses. D'abord sous l'impulsion de Ernst Herzfeld et de son architecte Friedrich Krefter, ensuite de l'Oriental Institute of Chicago. Depuis les années 40, c'est le département des antiquités iranien qui dirige les fouilles, les recherches et la restauration. Une énorme pierre est transportée sur des cylindres. Il y a 2500 ans, les artisans ne s'y prenaient pas autrement. Ce sont bien là des fouilles archéologiques. Les vibrations des machines modernes ne feraient que causer des dégâts. Le palan, en revanche, ne déplace ce lourd élément que millimètre par millimètre. Le chantier ne se trouve qu'à quelques mètres au sud de la terrasse. Il s'agit de mettre au jour et de restaurer une tombe royale inachevée. Nous travaillons depuis 40 ans à l'amélioration et à la restauration de ce site. Nombre de techniques que nous employons sont les mêmes qu'il y a 40 ans. Cet échafaudage et les palans que vous voyez ici nous facilitent les choses et nous permettent de travailler plus efficacement. Vous voyez ces nouveaux outils, surtout les échafaudages ont aussi leurs limites. Il faut les utiliser pour des travaux très particuliers. Ça doit être bien planifié. Avec nos appareils, nous pouvons déplacer des pierres de 70 à 100 tonnes avec plus de sécurité quand nous le désirons et quand nous en avons besoin.
C'est vrai que, pour quelques travaux de renforcement de la pierre, nous essayons maintenant d'utiliser à la place de l'acier habituel des matériaux modernes comme la fibre de carbone. Mais l'un dans l'autre, il est plus simple et plus sûr d'utiliser les procédés traditionnels. C'étaient sans nul doute les chapiteaux les plus imposants de l'Antiquité. À 20 mètres de haut, ils soutenaient les plafonds des plus formidables palais du monde antique. Persépolis, résidence du roi Darius, symbole de la puissance et de la gloire de l'Empire perse. En son centre, sur les flancs du Khou El Ramat, la montagne de miséricorde, Darius fit ériger une immense terrasse. L'Empire perse s'étendait sur 3 continents, depuis l'Indus jusqu'à la rive occidentale de la mer Noire, depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Éthiopie. Nous sommes au début du mois d'avril, 13 jours après le Nowruz, le nouvel an perse. La coutume veut que l'on passe cette journée en plein air. Sur le haut plateau de Persépolis, la température est encore clémente. Dans quelques mois, il régnera ici une canicule insupportable. Les Iraniens aiment fêter ici le Sisda et Bédar, le 13e jour après le Nouvel An. Il y a 2500 ans aussi, quand le roi Darius fit construire la ville, les gens se retrouvaient à Persépolis pour de grandes festivités. L'accès est impressionnant. Un double escalier monumental de 7 mètres de large conduit depuis la plaine à la terrasse de Persépolis 15 mètres plus haut. Les marches sont peu élevées, peut-être afin de permettre d'accéder à la terrasse à cheval. Après un virage à 180 degrés, les 2 volets de marche se rejoignent pour déboucher sur une plateforme, précédant une porte monumentale. Deux portes et 4 colonnes façonnées dans le calcaire sont encore conservées. Les murs ont disparu. Ils étaient faits de briques séchées à l'air et n'ont pas survécu aux intempéries. C'est le roi Xerxès, le fils de Darius, qui fit construire cette porte monumentale. Dans cette inscription, le fils fait l'éloge des palais construits par son père et de toutes les beautés qu'il a érigées ici. Xerxès donne à cette porte le nom de porte de toutes les nations. Des taureaux géants protègent l'entrée, forçant le respect. Il n'existait jusqu'ici que des plans d'ensemble, des dessins de certains détails et une maquette, tous l'œuvre des archéologues Friedrich Krefter et Erich Schmidt, qui entreprirent en 1930 le dégagement des ruines de Persépolis, alors à demi ensevelies. Il existe aujourd'hui une reconstitution virtuelle, digitale, fidèle à l'histoire et à l'architecture du lieu. Le monde antique était coloré, plus encore, d'une surprenante richesse de couleurs. Pas seulement en Asie antérieure, mais aussi dans la Grèce antique, ainsi qu'en témoignent des restes de peinture, les descriptions d'auteurs anciens et les vestiges archéologiques. Chaque bâtiment ou presque recèle des inscriptions qui, sous des tournures souvent pompeuses, apportent toujours des informations importantes sur l'Empire perse et sa capitale. Les gardiens de la porte du côté est sont des créatures ailées à corps de taureau et à tête d'homme.
Les parties avant sont de véritables sculptures. L'arrière-décor est figuré en relief sur les chambranles. Des couronnes de plumes ornent la tête dans le style de l'art assyrien. La prospection scientifique de Persépolis n'a commencé que dans les années 30 du siècle dernier par des fouilles systématiques. Les voyageurs qui visitaient les ruines alors partiellement ensevelies s'essayaient fréquemment à des reconstitutions. La dernière tentative de ce genre, dont on a déjà vu un exemple, est le fait de 2 architectes. Wolfgang Gamke est l'un d'eux. Il prospecte ici l'ensemble du site. Quand il rentrera dans ses foyers, il aura pris des milliers de photos. Il accorde une importance toute particulière aux structures de surface et à la lumière du moment. Il photographie dans ses moindres détails toute l'ornementation. Surtout, il compare ses mesures avec les dessins de Friedrich Krefter, l'architecte des fouilles des années 30. C'est un hasard en fait si j'ai fait tout ça. J'étais dans la formation professionnelle et je n'avais pas de travail. Et justement, à ce moment-là, mon ami et collègue Kourosh Afami m'a demandé si on ne pourrait pas se lancer ensemble dans un projet de ce genre. Et là, j'ai dit oui spontanément, sans savoir ce qui allait me tomber dessus. Et ce qui m'est tombé dessus, eh bien, ça a été un travail extrêmement complexe et extraordinairement intéressant. Et une histoire, un arrière-plan historique auquel je ne m'attendais pas. Dans les réserves du musée de Pergame, à Berlin, se trouve une maquette réalisée dans les années 30 par Friedrich Krefter. La maquette de Krefter reste à ce jour comme la tentative de reconstitution la plus précise et d'un point de vue scientifique, la seule fondée. Wolfgang Gamke et son partenaire Kourosh Afami ont reconstruit Persépolis grâce à un programme qu'utilisent aussi les architectes et les urbanistes. En plusieurs années de travail, ils ont conçu des milliers de plans, de détails, de textures. Pour cela, ils se sont appuyés sur les anciens dessins et plans de Krefter et Eric Schmidt, à quoi s'ajoutaient leurs propres relevés, leurs compétences en architectonique et en statique, et de solides connaissances historiques. De cet endroit, selon Krefter, l'ensemble du taureau mesure 4,52 m. À partir des détails, ils ont réalisé des séries d'images qu'il a fallu ensuite animer via une caméra virtuelle. Les troupes d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, ont détruit Persépolis en 330 avant notre ère, apparemment en l'incendiant. Mais les seuls vestiges eux-mêmes sont toujours aussi imposants. Les Élamites, les anciens maîtres de la Perse centrale, apportent arcs et poignards. Inquiète, une lionne surveille ses lionceaux. Ils sont destinés à la réserve de chasse du souverain. Un nouveau dignitaire perse accompagne les envoyés. Les Babyloniens amènent un zébu. L'image est paisible. Les envoyés des peuples conquis ne se présentent pas comme des sujets soumis, mais semblent s'approcher du grand roi avec joie et dans la bonne humeur.
Bien sûr, l'Empire se met aussi en scène à travers ses bas-reliefs. Ce gigantesque empire, qui n'était pas loin de couvrir alors l'ensemble du monde connu, a subsisté presque 200 ans et fut largement épargné par les désordres internes ou les rébellions dans les pays conquis. Ces béliers sont des cadeaux de la délégation syrienne. Les Lydiens viennent d'Asie mineure. La richesse de ce peuple, dont Crésus fut un jour le roi, est attestée par ces cadeaux. Un attelage au grand complet, des amphores précieuses, des bijoux. Les empires sont le résultat d'une volonté expansionniste. Cela ne distinguait pas les Perses d'État qui les avaient précédés ou qui leur succédèrent. Pour s'assurer durablement de leur pouvoir, ils s'efforçaient d'obtenir la confiance des peuples conquis, ils ne leur imposaient aucune religion et ils leur accordaient une large autonomie. Les bas-reliefs des escaliers doivent être ainsi compris comme un programme politique, voire de la propagande. De la partie la plus méridionale de l'Empire viennent les Éthiopiens. Leur cadeau, une girafe. De la partie la plus occidentale, le nord de la Grèce, les Thraces. Les bas-reliefs de l'Apadana sont aussi une description du monde alors connu. Le centre de toutes les attentions, le roi qui recevait dans la salle du trône la cour et les envoyés de l'Empire, n'apparaît pas, ou plus, sur les bas-reliefs. Son effigie a été retirée par son fils, Xerxès. Nous la retrouverons à un autre endroit. Certains pensent que l'Apadana et même toute la terrasse de Persépolis n'avaient été planifiées et construites qu'afin de recevoir chaque année les représentants des peuples astreints à verser leur tribut au souverain. D'autant que l'Empire avait encore deux autres capitales, Suse et Ecbatana. Mais Persépolis avait été dotée d'une magnificence particulière. On ignore de quelle couleur étaient les chapiteaux des colonnes, mais il est sûr qu'elles étaient colorées. Une colonne symbolisait un arbre sacré, une vieille tradition dans toute l'Asie occidentale. Ces bas-reliefs en carreaux émaillés donnent une idée de la coloration originelle. Eux aussi ont 2500 ans. La garde rapprochée du roi, les mêmes motifs que sur les bas-reliefs de Persépolis. Des créatures fabuleuses ailées.
la représentation du dieu Ahura Mazda. Ces bas-reliefs, toutefois, ne proviennent pas de Persépolis, mais de Suse. C'est à Suse que furent entreprises les premières fouilles archéologiques en Iran, fût-ce avec un certain manque de rigueur scientifique. Ainsi, des vestiges se retrouvèrent pris dans la maçonnerie d'un bâtiment fortifié. Des archéologues français ont construit ce fortin à la fin du XIXe siècle. Il était censé sécuriser leurs fouilles. Suse fut construite par le roi Darius, presque au même moment que Persépolis. Suse est évoquée dans l'Ancien Testament. On peut lire dans le livre d'Esther « Et lorsque ces jours furent achevés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la citadelle, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin de 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre et de marbre. Les boissons étaient servies dans des vases d'or. » Babylone aussi faisait partie de l'Empire perse. La porte d'Ishtar de Babylone, partie d'une voie de procession pour le Nowruz du printemps. Avec la chute de Babylone en l'an 539 avant notre ère, les principaux royaumes environnants se trouvaient incorporés à l'Empire perse. Elle eut lieu 16 ans après que le roi Cyrus, que l'on appelait le Grand, eut vaincu les Mèdes. Babylone aussi fut conquise par Cyrus, le grand-oncle de Darius. La porte d'Ishtar reconstituée, ainsi qu'une maquette, se trouve aujourd'hui à Berlin, au musée de Pergame. Les hommes qui travaillaient les briques étaient des Babyloniens, nous apprend le roi Darius dans une inscription sur un bâtiment de Suse. L'émaillage de briques a une longue tradition dans l'architecture d'Asie antérieure. La porte d'Ishtar et la voie de procession ont ainsi fourni l'impulsion pour la palette de couleurs et la décoration. Ali Asghar Sarin commence la descente sur la falaise de Bizotoun. En 1837, un autre se laissa descendre le long de ce rocher. Le major anglais Henry Creswick Rawlinson. La falaise recèle quelque chose de très particulier. Le roi Darius y a fait graver comment il devint le souverain du royaume achéménide. Du bas de la falaise, il est impossible de distinguer les bas-reliefs et les inscriptions. Ali Asghar Sarin photographie. Rawlinson, lui, dut descendre tous les jours pendant des semaines et des mois et recopier. Darius n'avait pas reçu les attributs royaux par ordre direct de succession. Il était le neveu du roi Cambyse, mort lors d'une campagne militaire en Égypte et lui-même fils de Cyrus le Grand. Le texte et l'imagerie racontent que Darius ne s'imposa qu'après des luttes intestines avec d'autres prétendants et recense les pays qui faisaient partie de son empire. Tout cela s'accomplissant selon la volonté du dieu Ahura Mazda, qui est au-dessus de toute chose.
Le bas-relief de Bizotoun est écrit en 3 langues, l'élamite, le babylonien et l'écriture cunéiforme du vieux perse que Darius fit spécialement développer. C'est donc un document capital sur l'histoire de l'écriture cunéiforme perse, en même temps qu'une relation des événements dans l'Empire perse avant la prise de pouvoir par Darius. Quelques aspects de la vie politique dans l'Empire sont révélés par l'Apadana, la grande salle d'audience et du trône, principal bâtiment de la terrasse de Persépolis. Sur un vaste socle orné de bas-reliefs auquel donnaient accès 4 volets de marche sur les côtés nord et est, se dressait une salle de réception dépassant en majesté et en élévation tous les autres bâtiments de la terrasse de Persépolis. Le filigrane des crénelures au socle, aux escaliers et au rebord du toit, la composition unique des colonnes avec leurs motifs floraux multicolores et leurs protomées de taureaux à boucles bleues et à chapeaux dorés qui vous regardaient depuis le plafond, les bandes d'émail polychrome brillant au soleil, les corniches et poutrages à l'articulation complexe qui jetaient des reflets dorés, les hautes fenêtres et les larges portes avec leurs battants dorés, tout cela créait une ambiance solennelle dont le visiteur perçoit aujourd'hui encore le reflet. C'est ainsi que Friedrich Krefter, architecte de fouilles et archéologue, décrit la salle du trône. Ressusciter quelque chose de cette ambiance, tel est le but de notre reconstitution, par les moyens du dessin et du maquettisme, dit-il de son travail. On peut dire la même chose des reconstitutions virtuelles des bâtiments de Persépolis. Chaque année pour le Nouvel An, à l'équinoxe de printemps, des sujets de tous les pays de l'Empire perse se rassemblaient sur la grande esplanade devant l'Apadana. Des bas-reliefs ornent les escaliers. Ce groupe de lions et de taureaux combattants, où chacun à son tour prend le dessus sur l'autre, est considéré comme un symbole du jour et de la nuit. Cette inscription n'a pas été commanditée par le roi Darius, mais par son fils Xerxès. Je suis Xerxès, roi des rois, fils de Darius des Achéménides. Il ajoute avoir tout fait bâtir selon la volonté d'Ahura Mazda et des autres dieux et demande leur protection pour son royaume. Mais si Darius n'a pu voir la grande salle d'audience achevée, c'est bien lui qui en avait lancé le projet. Elle incarnait son idée de l'État. L'Apadana était le centre d'un empire dont l'essence est inscrite sur les bas-reliefs des escaliers. C'est la fête du Nouvel An. Les dignitaires de l'Empire s'approchent du trône de Darius. Ils ne l'ont pas encore atteint, ils bavardent et plaisantent. Ils se conduisent plus dignement dès qu'ils ont atteint les porteurs de lances, la garde rapprochée du roi.
Les porteurs de lances s'approchent du trône en rang par 3. Écuyers, palefreniers et conducteurs de chars amènent montures et attelages royaux. Les lances des gardes du roi s'achèvent par des pommeaux de pierres précieuses. Ils tiennent les lances sur leurs pieds pour ne rien endommager. On les appelait les porteurs de pommes. Les envoyés des peuples astreints à l'impôt s'approchent du trône, les Arméniens. En tête, reconnaissable à sa toche plissée, un fonctionnaire de la cour prend le chef de la délégation arménienne par les mains, comme pour lui ôter toute crainte du grand roi. Leur offrande, un cheval toiletté avec soin et une amphore avec des anses en forme de griffon.